Merci beaucoup, madame. C'est un grand plaisir pour moi de vous savoir nombreux pour ce Café de Prince. Je suis regardé par votre ponctualité. Je suis étonné d'entrer ici et de voir que tous les journalistes de Goma, du Nord Kivu, sont ici. Nous avions voulu effectivement avoir cet échange parce qu'au fait, depuis qu'on est élu gouverneur, on n'a pas eu l'occasion de rencontrer tout le monde. Certes, nous aimons les médias, mais nous ne pouvons pas aussi avoir le temps pour tout le monde à la fois. C'est dans ce cadre-là que nous avions souhaité être avec vous, être à votre disposition. Comme vous le savez, je n'ai pas beaucoup de thématiques à développer dans l'introduction. J'ai voulu avoir de vous des questions parce que vous êtes une structure assez importante. D'ailleurs, vous ne cessez pas de le dire que vous êtes le quatrième pouvoir. Quatrième pouvoir en face du premier pouvoir du Nord Kivu. Vous observez la vie politique. Depuis notre élection, cette province est toujours confrontée à des questions de sécurité. Que ce soit à Beni, que ce soit dans d'autres territoires, Rutshuru, Masisi, où les groupes armés continuent à endeuiller la population du Nord Kivu. Mais nous sommes très encouragés et agardis par la volonté exprimée par le président de la République. Il avait voulu que tous les Congolais soient mobilisés derrière les FARDC. Aujourd'hui, tous les enfants du Nord Kivu, tous les enfants de la République démocratique du Congo sont en train de soutenir les FARDC contre la guerre à Beni, contre les EDF Nalou, mais aussi contre les groupes armés locaux ou étrangers. Il y a des efforts fournis à Rutshuru. Vous aviez suivi, on a décapité pratiquement le commandement des FDLR, mais ils sont encore là. Je ne dis pas que ça signifie qu'il n'y a plus des FDLR. On est en train d'arrêter certains, même hier, on a arrêté un de leurs commandants dans un des quartiers de Goma qui faisait la loi dans pratiquement Ndosho. Nous activons la machine sécuritaire pour apporter les réponses aux questions de sécurité. Mais la sécurité, c'est une affaire de tout le monde. C'est un secteur qui demande les efforts collectifs. Et certes, le développement est sous-jacent par rapport à ça. Il faut d'abord sécuriser les villages pour qu'il y ait développement. J'ai déjà été ministre de l'Agriculture, je sais de quoi je parle. On ne peut pas développer une agriculture dans un environnement très sécurisé. Nous avons besoin des investissements dans cette province parce qu'il faut créer la classe moyenne. On ne peut pas envisager aller vers la prospérité, créer de la richesse, si ce climat de sécurité qui va rassurer les partenaires puisse être amélioré. Ça a été notre leitmotiv aux côtés du président de la République, aux côtés du gouvernement central, pour que les efforts soient fournis pour le Nord Kivu. Nous sommes encore sur le schéma. C'est un schéma long, mais nous avons de l'espoir que nous allons y arriver. Et le Nord Kivu, comme vous le savez, c'est une province qui a plus d'atouts. Les défis, nous les avons depuis plus de 30 ans, mais nous avons beaucoup d'atouts. Il suffit que cet environnement soit amélioré, je crois, à un avenir meilleur pour le Nord Kivu. Je crois aussi que beaucoup d'entre vous seraient d'accord avec nous que nous avons des atouts. Il suffit seulement d'avoir de bonnes routes, d'avoir de la sécurité. Je crois que Goma, à lui seul, peut avoir même plus de 100 hôtels à 5 étoiles. Parce que nous n'avons pas, jusqu'à aujourd'hui, la capacité de loger les touristes s'ils venaient à cause de nos potentiels. Nous n'en avons pas jusque-là. Et il faut voir les emplois conséquents qui devront être le résultat de ces constructions d'hôtels. On aura combien de taximens qui pourront être dans ce secteur de transport? Je crois à un avenir pour le Nord Kivu, mais cet avenir est conditionné par notre travail. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu profiter de vos grands micros qui hantaient tous les villages pour continuer à dire à la population du Nord Kivu qu'il y a plus d'espoir. Il ne faut pas qu'on se décourage à cause des difficultés. Certes, c'est comme humain, nous pouvons y arriver,
Mais nous devons être réarmés par un esprit d'espoir, savoir que nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y aura deux pays ici. Nous n'aurons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo, et nous travaillons pour que ce pays, le Nord Kivu, puisse donner le meilleur de lui-même aux enfants de la République, à toutes les personnes qui souhaiteraient venir vivre dans cette province, dans ces pays, à tous les étrangers qui vont vouloir investir dans ces pays. Et le Nord Kivu est très ouvert pour les investissements extérieurs, pour donner ainsi l'opportunité à la République, au Nord Kivu, à continuer à donner le meilleur de lui-même, à créer de l'emploi, à créer de la richesse. Nous pensons aussi que les enfants du Nord Kivu devront comprendre qu'il n'y a personne qui va leur amener le développement. Les Congolais ne devront pas penser qu'on va façonner notre pays. D'autres personnes ne viendront pas pour façonner notre pays. C'est nous-mêmes, chacun dans son secteur. On est journaliste, on est médecin, on est enseignant. Il faut fournir le meilleur de soi-même. J'ai toujours lu tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux, mais j'ai l'impression on dit, souvent tout le monde dit qu'il est patriote, mais j'ai toujours lu certaines choses qui frisent un peu l'esprit patriotique. Je vois dans le partage des formations dans les réseaux sociaux, plus les gens sont concentrés sur le mal congolais que le merveille que ce pays regorge. Si vous lisez vos groupes, entrez dedans, vous allez comprendre qu'il suffit qu'on mette une information qui parle mal du Congo, c'est tout le monde qui va partager. Le merveille, les gorilles de Virunga, personne ne partage. Et la pomme de terre de ça, que personne, et de Massissi, personne ne partage. Je souhaiterais que aussi le quatrième pouvoir puisse accompagner la République démocratique du Congo dans cette diplomatie agissante. Vous êtes les canaux les plus indiqués pour attirer plus d'investisseurs, pour attirer l'attention de ceux qui sont à l'extérieur vers la République démocratique du Congo, vers le Nord Kivu. Positivez aussi le Nord Kivu, positivez votre pays. Je m'imagine que 90%, 100% des gens qui sont ici sont des Congolais parce que je ne connais pas l'état civil de chacun. Mais je m'imagine que vous êtes tous Congolais et nous n'avons qu'un seul pays que nous devrions défendre ensemble. Merci bien. Merci. Pendant 5 ans. Et donc, si on est dans un parti politique, on fournit des efforts pour que ce parti politique ait plus de lits, pour espérer participer à la gestion de la res publica. Il n'y a pas de gratuité en politique. Donc, je crois qu'on ne peut pas, parce que moi, je n'ai pas eu un peu de gain de cause à côté de Carly, je vais commencer à crier pour que la province soit scindée. Mais bon, qui vous dit que les affaires du Nord Kivu aiment la scission de la province? Je crois, faites les sondages, faites le micro-baladeur, vous aurez plus de gens qui vont s'opposer à ces idées. Parce que ce sont des idées qui portent des germes de conflits. Et nous, personnellement, le gouvernement provincial, la population du Nord Kivu ne peut pas soutenir de telles idées. La sécurité des journalistes, je crois qu'il n'y a pas de sécurité, une façon de faire une sécurité spéciale. Nous sommes dans un pays où il y a des lois. Et le secteur du journalisme est réglementé. Vous avez une déontologie. Et je m'imagine que jusque-là, je n'ai jamais appris qu'on a arrêté un journaliste parce qu'il a dit des choses que peut-être nous, les politiciens, nous ne voulons pas entendre. Pour autant qu'on reste dans le respect de l'éthique, de la déontologie, on ne commet pas d'infraction. On va vous arrêter pourquoi? Mais évidemment, nous devons savoir que nous sommes dans un pays fragile, parce que vous aviez parlé de Béni, les militaires engagés derrière les ennemis de la République. Vous êtes journaliste, vous êtes média, vous enregistrez des propos qui démoralisent tous les hommes des troupes. On ne va pas vous laisser jouer la carte de l'ennemi. C'est tout à fait normal dans une situation de guerre. Mais je ne crois pas qu'on ait fermé une radio tout simplement parce qu'on ne veut pas la tête de celui qui l'anime. Et donc, je souhaiterais aussi que chacun fasse le travail tout en respectant les lois de la République.
Il y a ceux qui s'illustrent dans la diffamation. Mais la diffamation, c'est une infraction. Moi, je suis juriste de formation. Ce n'est pas à dire parce qu'on est dans le secteur de médias qu'on est exempt à toutes les infractions des droits communs. Vous giflez quelqu'un, vous vous battez avec votre coéquipier, vous voulez qu'on vous laisse parce qu'on est journaliste. Et d'ailleurs, c'est quand même un secteur déjà respectueux, un journaliste qui se bat avec ses collègues. Si j'étais parmi les magistrats, le ministère public, j'allais se saisir facilement des questions comme ça, parce qu'en fait, c'est l'image du pays. Et quand ça touche les journalistes, c'est tout le monde qui lit, parce que vous partagez les informations. Moi, je crois qu'au Nord Kivu, on est plus démocrate, c'est la raison pour laquelle il y a plus de médias ici. Faites le monitoring sur d'autres provinces. Peut-être certains vont dire que c'est le dynamisme des affaires du Nord Kivu, mais c'est parce qu'aussi il y a la liberté d'expression. Ici, nous respectons les lois de la République, nous respectons les journalistes. Nous allons continuer sur cette là. Mais ne prenez pas aussi trop de risques. On est dans une zone aussi qui sont inaccessibles même pour les services publics. Vous allez dans une zone rebelle ou bien dans une zone contrôlée par un groupe armé, vous n'avez pas de garantie de sécurité, on vous kidnappe. Et ça fait détonner. Et donc, il faut regarder là où vous pouvez aussi arriver. Il ne faut pas prendre trop de risques dans le travail au quotidien. Nous ne pouvons pas mettre un policier derrière un journaliste. Encore que nous n'aurons pas à ces policiers, encore que la loi ne le permet pas, parce qu'un journaliste, c'est aussi un civil. Pour avoir un policier, il faut payer le frais de gardiennage à la DGRAD et respecter les conditions pour que vous ayez un policier. Donc il n'y a pas un traitement spécifique à terme de sécurité, mais si un média est sécurisé tout simplement parce ce média a émis un point de vue qui n'enchante pas les politiciens, là il faut venir nous voir. Nous allons intervenir comme politique et nous garantissons la liberté d'expression dans la province du Nord Kivu. Il y a des titres qui doivent être annulés. En fait, quand on est en procès, pourquoi on doit évidemment continuer à émettre des titres? Mais c'est que moi, c'est que j'ai ouï dire qu'il y avait eu une décision, parce qu'il faut vous dire que ce dossier n'a pas commencé avec nous. C'est un dossier qui a commencé depuis très longtemps. Il y a eu des jugements au niveau de Goma, au niveau de la Cour d'appel. Aujourd'hui, on est à pourvoi de cassation. Et mon point de vue comme juriste, j'avais dit même au ministre national, quand il était ici avec nous, pendant que j'étais déjà élu gouverneur, que nous ne devons qu'attendre l'issue des cours et tribunaux. On ne peut pas transiger dans un dossier qui est pendant devant les cours et tribunaux. Et les mesures que le ministre a fait, ça s'appelle des mesures conservatoires. Ce n'est pas à dire qu'il est en train de solutionner la question, mais ce sont des mesures conservatoires pour ne pas gêner la position des juges, pour ne pas avoir des éléments sur lesquels une partie va chercher à se prévaloir pour montrer au juge qu'il a plus de droits, parce qu'il a des droits déjà inscrits. Je crois que c'est dans toutes les résolutions des conflits fonciers, il y a ce qu'on appelle des mesures conservatoires. On peut interdire à quelqu'un de construire, comme on a dit, que ceux qui sont là, attendez, vous ne construisez plus, en attendant l'issue du conflit. Nous souhaiterions que la Cour suprême puisse vite se prononcer pour savoir comment nous allons accompagner les décisions de la justice. Et donc, j'ai déjà répondu à la question de la balkanisation. Moi, je n'ai jamais cru, pas parce que je suis naïf, mais parce que je crois à la République démocratique du Congo. La balkanisation ne peut réussir si nous, les Congolais, nous la voulons plutôt. Il faut savoir les conditions et les éléments qui peuvent soutenir cette thèse. D'abord, la volonté de se séparer de l'ensemble.
cette volonté-là n'a jamais existé dans les chefs des enfants du Nord Kivu. Et pourquoi ça partirait du Nord Kivu? Parce que, je ne sais pas, peut-être les gens peuvent faire l'analyse à cause des problèmes que nous avons, que ce soit la guerre de l'AFDEL, elle était partie d'ici, que ce soit la guerre de CNDP et tout ça, les gens font un peu l'association des idées. Mais au fil de toutes ces guerres-là, pour ceux qui ont lu un peu l'histoire, le comportement des Congolais était de se battre pour un Congo uni. Et cette valeur reste, elle est indéniable. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, qu'on soit à mesure vraiment de la supprimer dans les esprits des Congolais. Nous devons plutôt travailler, nous tous, être sérieux. Travailler pour l'intérêt du Congo, et ces idées-là ne passeront pas, si ces idées existent. Mais nous travaillons pour la sécurité de la province. Dans toutes les interventions que j'avais faites sur la question de Beni, depuis que je suis gouverneur, j'avais dit que la République démocratique du Congo est attaquée à partir du territoire de Beni. C'est vrai. Parce que les ADF Nalou ne sont pas des Congolais. Les ADF Nalou recrutent dans beaucoup de pays. Et donc, nous devrions plutôt encourager toutes les initiatives pour rétablir notre contrôle de sécurité sur l'ensemble du territoire. Nous ne devrons pas laisser les groupes armés gérer certaines parties de la République. C'est ce qui convainc un peu certaines personnes. Nous devons refuser, nous, Congolais, la collaboration avec la mafia étrangère. Et nous connaissons aujourd'hui qu'il y a des gens qui, au-delà des questions de stratégie sécuritaire, mais il y a aussi des questions de stratégie économique. Parce qu'il y a des groupes armés qui nous mentent, qui disent à nos communautés que leur objectif, c'est la sécurité collective, mais en vérité, ils sont en train de s'illustrer dans l'exploitation des ressources naturelles et créer l'absence de l'autorité pour qu'il n'y ait pas de contrôle. Et cette stratégie, évidemment, ça peut continuer à nous appauvrir le plus longtemps possible. C'est la raison pour laquelle nous, gouverneurs de province du Nord Kivu, nous soutenons toutes les initiatives pour rétablir la sécurité sur l'ensemble de la République. Et nous croyons que les enfants du Nord Kivu souhaiteraient rester dans l'ensemble du pays, la RDC. Je ne vois pas quiconque du Nord Kivu qui ne veut pas aller à Kinshasa, qui ne veut pas aller à Lubumbashi, pour aller à Kindu ou bien à Kisangani. Nous voudrons bien rester dans cette ensemble. Et je crois que c'est l'objectif même de notre président, c'est l'objectif même du gouvernement. Et quand vous discutez avec l'armée, personne n'est prêt pour ces idées-là. Nous devrons plutôt nous rassurer que la volonté de rester unis, elle est très déterminante et personne ne va pas l'ébranler. Et je crois que, et pour ça, je devrais vous rassurer que nous travaillons plutôt pour l'unité du pays et pour l'unité de la province Nord Kivu. Vous avez évoqué des questions de troupes rwandaises. Je n'ai pas de formation comme gouverneur parce qu'en fait, nous aimons trop la spéculation au Nord Kivu. Mais je suis aussi de ceux qui pensent qu'il faut éviter la stigmatisation. Dans l'armée congolaise, on peut trouver toutes les communautés de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas que quand vous arrivez à Beni, parce que les ADF Nalou ont recruté non seulement dans le district de KCC, ils ont aussi fait captif certains Congolais de tous bords et ils ont obligé certains Congolais à devenir combattants. Et si vous trouvez 2, 3, 4 Nandais dans les EDF Nalou, et tirez la conclusion que les EDF Nalou sont des Banandais. Et on doit éviter des questions de généralisation au Nord Kivu parce que ça déconcentre les efforts fournis par l'armée. Je sais qu'à Nyabiondo, il y a des groupes armés. Il y a un PCLS, il y a même un d'ici de Guido qui se battent, qui endeuillent. Et nous sommes en train de sensibiliser tous ces groupes-là
pour qu'ils se désencagent, pour qu'ils se rendent auprès des FARDC et faire la paix ensemble. C'est le travail que nous faisons du côté de Nyabiondo, mais je n'ai aucune information sur la spéculation des troupes rwandaises. Quand les troupes rwandaises étaient arrivées ici, je crois à l'époque, tout le monde avait si. A fortiori, nous qui gérons la province au quotidien, nous devrions déjà le savoir. Mais je vous confirme que je n'ai aucune information sur ça. Mais dans cette région de la République, je sais qu'il y a trop de spéculations. Il suffit qu'on trouve quelqu'un dans l'armée congolaise qui parle une langue apparentée aux pays voisins, on fait des conclusions. C'est la même chose partout quand vous êtes sur les frontières du Bas-Congo avec l'Angola, on peut facilement confondre les gens du côté Kayemba. Et d'ailleurs, c'est une histoire, Kayemba a été connue à cause des spéculations aussi comme ça. Je peux vous rassurer que les éléments des FARDC sont déterminés à décourager les comportements des groupes armés dans cette zone de Nyabiondo. Et il y a déjà des redditions d'ailleurs du côté NDC et même du côté APCLS pour que nous puissions faire la paix ensemble. Monsieur Charlie a voulu savoir comment nous sommes en train de nous impliquer dans l'encadrement des combattants. Évidemment, nous avions voulu mutualiser les efforts. La province du Nord Kivu et la province du Sud Kivu avaient institué une commission interprovinciale. Moi et mon collègue du Sud Kivu, nous avions eu des réunions et avec l'armée et avec les ministres de l'Intérieur, le ministre de la Défense, aussi avec le président de la République. Mais il s'est fait que ce moment-là, c'était l'avènement du gouvernement central. On avait changé tous les ministres avec qui on avait discuté. Il nous a fallu trouver encore un autre cadre pour mettre en jour les nouveaux ministres qui sont arrivés, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense. Et nous sommes derrière le plaidoyer pour cette commission. Et d'ailleurs, nous avons élargi les champs pour convaincre les partenaires de la République démocratique du Congo à nous accompagner dans cette politique de la réinsertion communautaire. Nous avions voulu, parce que la loi aujourd'hui, et il faut vous le dire, il n'y aura plus d'intégration in globo dans l'armée. Et donc, il n'y aura pas un groupe armé qui sera démobilisé. Ces groupes, s'il a 80, 50, 200, 1000 personnes, on ne peut plus intégrer d'une façon in globo ces éléments dans les FARDC. Il y a tout un processus de formation, mais aussi il y a ceux qui ne seront pas en condition. Parce que pour être recruté dans l'armée congolaise aujourd'hui, comme militaire de rang, il faut avoir entre 18 et 25 ans. Parmi ces combattants, il y en a ceux qui ont plus que 25 ans. Et donc, ils seront hors critères pour être recrutés et dans l'armée et dans la police. Mais nous savons qu'au-delà de ça, il y a leurs chefs qui devront être considérés dans un autre cadre, peut-être de formation, comme officiers militaires. Et donc, je voudrais vous rassurer que le Nord Kivu, en ce qui concerne les combattants, on a commencé avec les moyens de notre politique. Il y a des redditions qui se sont déjà faites à Mubambi-Royana. On essaie de faire ses copains, mais je ne peux pas vous dire nous faisons quoi. Nous sommes derrière ces combattants, on est en train de sensibiliser. À Lubero, on a un groupe qui s'est déjà rendu et il y a aussi des perspectives de groupes qui vont se rendre. À Beni, on avait commencé de ce côté-là. Nous les encourageons, c'est ça notre politique, parce que notre politique, c'est la sécurité de la province. Pour autant qu'on aura des groupes armés incontrôlés dans la province, on n'aura pas atteint nos objectifs. Et donc, rassurez-vous que nous sommes très engagés aux côtés des efforts fournis par le FARDC, le président de la République, à voir le Nord Kivu être sécurisé. Qu'est-ce que nous faisons dans le secteur des mines? Je suis de ceux qui pensent que nous ne pouvons pas développer la République démocratique du Congo seulement par l'exploitation artisanale. Je ne dis pas que cette exploitation n'est pas importante, mais je suis de ceux qui pensent qu'il faut encourager les grands investissements dans ce secteur-là. À l'instar d'autres provinces de la République, aujourd'hui,
la province de Lualaba est avillée à cause des investissements industriels. Et nous devons travailler pour respecter la loi minière. Je sais qu'au niveau politique, à cause de captiver les esprits faibles, aux touches sensibles. Mais nous sommes un pays qui a des lois. Il y a une loi minière. Quand quelqu'un a eu la concession attribuée par l'État, dit à respecter la procédure, je ne vois pas pourquoi on doit commencer aujourd'hui à réclamer qu'il faut encore réinstaller les artisanaux dans le périmètre qui est déjà octroyé à un minier. C'est violer la loi minière. Nous sommes aussi regardants par rapport aux droits des artisanaux. Et nous devons, effectivement, c'est ce qu'on est en train de faire, nous sommes en train de les sensibiliser pour qu'ils se constituent en coopérative. Et comme ça, leur production pourra être encadrée par les services de l'État. Et il ne faut pas que leur production alimente la fraude aussi. Vous savez, la question principale aujourd'hui, c'est aussi la fraude minière. Aujourd'hui, pour Walikale, je prends l'exemple, nous n'avons qu'Alpha Mine aujourd'hui comme grande entreprise d'exploitation minière. Et SMB n'a pas encore investi dans l'industriel, mais au moins, nous nous rassurons de la destination de la production de Alpha Mine. Ça passe normalement par toutes les voies légales et ça paye les taxes. C'est de cette façon-là que les minéraux pourront ajouter une valeur pourront contribuer à l'essor économique de la province du Nord Kivu. Merci bien pour les 5 premières questions. Merci beaucoup, Excellence. On prend des questions de ces côtés et on reviendra là-bas. Baudelive, Férouzi, Amour, Jérémy Bazi, vous êtes la journaliste. Moi, j'ai la question par rapport à l'arrivée en masse des Burundais ici au Nord Kivu. Alors, il y a... Aide de l'immigration, c'est une compétence exclusive ou partagée avec le pouvoir central. Et il y a malheureusement des règles auxquelles la République démocratique du Congo avait souscrit sur la gestion des immigrés ou bien la gestion des déplacés. Ce qui est vrai, il y a, comme dans tous les pays de l'Afrique centrale, il y a des troubles sociaux dans beaucoup de pays. Il est vrai aussi qu'il y en a au Burundi. Et ces gens cherchent où ils peuvent vivre tranquillement pour le temps qu'ils estiment qu'ils sont en insécurité dans leur pays. Malheureusement, aujourd'hui, ils ne respectent pas les règles migratoires. Ils font un peu les camouflages. Ils achètent le CPGL. Nous sommes dans la communauté de la CPGL. Quand ils passent à la barrière, ils ont le droit de passer. Personne ne leur demande où ils vont. Parce qu'ils ont les documents migratoires. Mais ils ne viennent pas comme des gens qui sont en train de fuir. Arriver peut-être à Bukavu ou dans un des villages du Sud Kivu, ils se constituent en groupe pour venir à Goma. Parce qu'ils estiment que la vie à Goma elle est plus attrayante peut-être qu'ailleurs. C'est la raison pour laquelle le comité provincial de sécurité était alerté. Et je peux vous dire qu'on est en train de rapatrier certains qui ne sont plus dans les conditions. Mais pendant qu'ils ont les documents migratoires, documents de la CPGL, dans les 3 mois, sur le plan de la procédure de la circulation de personnes entre les pays, nous respectons ces règles. Mais quand ils seront dans l'irrégularité, on est en train de les rapatrier. Et pour des raisons de sécurité, on ne peut pas rapatrier 1000 personnes parce qu'ils vont vous fuir. Il faut trouver des gros moyens pour ça. Et nous avons déjà fait des rapports aussi à Kinshasa parce que c'est un problème qui engage les 2 pays. Et pour éviter que ça ne soit pas lié autrement, nous sommes en train de travailler sur ce dossier-là avec beaucoup d'austérité. Parce qu'en fait, si nous renvoyons 1000 Burundais sans respecter la procédure, les Burundis peuvent nous rétorquer la loi de la réciprocité. Et les Congolais, il y en a d'ailleurs plus de
de 10 000 à Bujumbura seulement, des Congolais, on peut aussi les foutre dehors. Mais cela n'exclut pas notre œil, notre contrôle sur eux. Parce qu'au fait, il ne faut pas en penser aussi que ce ne sont qu'eux qui vont contribuer à la sécurité. Nous regardons tout le monde, qu'il soit congolais, qu'il soit burundais, qu'il soit rwandais, qu'il soit ougandais, s'il est installé sur notre territoire et qu'il se compromette, qu'il fasse des infractions ou bien sur sa rôle dans les bandes criminelles, nous allons l'arrêter. On a d'ailleurs arrêté un certain. Quand j'avais parlé des réseaux criminels, les gens avaient crié. Mais je crois que la population du Nord Kivu est en train de se rendre compte qu'au-delà des Congolais qui sont dans les bandes criminelles, il y a aussi des réseaux de criminels étrangers. Hier, on a arrêté d'ailleurs un EDF Nalou, ici, à Goma, avec des bombes artisanales. Parce que depuis qu'on a commencé la traque à Beni, ils se sont déjà dispersés. Et donc, c'est encore une fois l'occasion pour moi de demander aux Congolais d'être vigilants. La sécurité, nous ne pourrons la réussir qu'avec la collaboration de la population. Rassurez-vous, la DGM est derrière ces gens, mais nous devons évidemment faire respecter notre pays. Si vous consultez le Code du travail, il y a des travaux destinés aux Congolais, des emplois que les étrangers ne doivent pas faire. Mais chez nous, si tout le monde doit faire ce qu'il veut faire, ça serait là la plus grande problématique. Aussi, vous, la population du Nord Kivu, parce qu'en fait, ces gens ne dorment pas à l'air. Avant de donner votre maison à location, vous devez d'abord vous rassurer de l'identité de la personne que vous voulez avoir comme locataire, parce que les soirs, ils peuvent vous couper la tête. Il faut être regardant. C'est une occasion pour moi de continuer à sensibiliser la population, de nous aider à faire la sécurité dans le Nord Kivu, spécialement dans la ville de Goma. Et donc, c'est une question préoccupante parce que ce sont des gens, visiblement, ils sont vulnérables. On m'a même dit que parmi eux, il y a un leader d'une église qui a eu des démêlés avec l'État burundais. Et pour ça, malheureusement, les Congolais ils vont commencer à aller prier là-bas. On ne peut pas commencer une église sans autorisation. La loi demande qu'avant de commencer une église, vous devez avoir les arrêtés d'agrément. Quelqu'un qui n'a pas d'arrêté d'agrément, mais on va voir les Congolais donner du poids, les soutenir, amener l'aumône. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Il ne faut pas qu'on soit naïf, hein, parce que ça s'apparente à l'escroquerie. Quelqu'un qui exerce les activités d'une église dans votre pays n'est pas reconnu dans votre pays, vous les soutenez. C'est contradictoire. Donc nous devons veiller, nous tous, à faire respecter nos lois. Il s'apparente une faiblesse dans la question de la sécurité au Nord Kivu. Évidemment, il faut vous dire qu'il n'y a pas un pays, même une seule ville au monde, où il y a la criminalité zéro. Je ne crois pas connaître cette ville-là. Mais aussi, il faut vous dire que les facteurs criminogènes sont liés aussi au développement. Il y a 30 ans, on ne pouvait pas voler ou kidnapper quelqu'un, demander l'argent par le téléphone, parce que c'était pratiquement impossible. Les gens adaptent leur mode opératoire en fonction aussi du développement du monde. Les gens s'adaptent. Mais nous devrons aussi, nous, comme appareil sécuritaire, s'adapter aux modes opératoires de ces criminels. C'est la raison pour laquelle je peux vous confirmer qu'au niveau de l'appareil sécuritaire de la République, on est en train de chercher à travailler sur cette question-là. Comment paramétrer tous ces appels-là, comment identifier les gens. Mais on doit avouer qu'on n'est pas encore au stade où nous pouvons avoir tous les éléments avec précision.
D'abord, je ne suis pas spécialiste de la télécommunication, mais je sais comprendre que nous avons encore un territoire, que ce soit l'ensemble du pays, que ce soit la province du Nord Kivu, un territoire qui n'est pas paramétré. Et contrairement à d'autres pays, à d'autres villes où tout est paramétré et que c'est plus facile de faire la géolocalisation de quelqu'un. Donc ces débats-là, vous pouvez aussi les développer avec mon ministre de télécommunications, parce que moi, je peux vous avouer que j'ai des limites. Je suis juriste de formation, je risque de m'aventurer sur un terrain que je ne connais pas. Mais je sais qu'il y a des efforts fournis au niveau des services de sécurité pour travailler avec les maisons de télécommunications. On doit aussi, dans nos comportements de vie, savoir que cette forme de criminalité se développe. Donc la population, nos mamans, vous devez aussi veiller. Ce n'est pas pour rien, par exemple, quand vous arrivez, je vais citer un pays plus proche de nous, au Kenya, et il y a plus de contrôle, plus de barrières. Quand vous entrez dans un hôtel au Kenya, c'est le check même de votre voiture, parce qu'au fait, ce pays est exposé au terrorisme des islamistes somaliens, Shebab. Ils sont plus vigilants. Et donc, nous devons aussi adapter nos attitudes de vie en fonction de cette forme de criminalité qui est en train de se développer. Notre souci, c'est de décourager tous les acteurs. Évidemment, pour faire la sécurité, c'est plusieurs facteurs. Nous sommes de l'exécutif. Quand nous arrêtons les bandits, notre rôle, évidemment, c'est de les amener vers l'appareil judiciaire. Mais le gouverneur n'est pas le juge suprême. Le gouverneur ne dit pas les droits partout. Mais nous appuyons le ministère public pour que ce ministère public ait plus de preuves. Quand on arrête un bandit, il faut que ce bandit soit condamné s'il y a de preuves en sa charge. Mais il se peut que nous avons encore aussi des soucis à ce niveau. À partir d'abord des infrastructures, nos prisons qui datent de l'époque coloniale, ces prisons ne nous permettent pas facilement d'assurer la sécurité des prisonniers. Vous suivez, vous tous avec nous, qu'il y a quelquefois des évasions. Tout simplement parce que les infrastructures ne répondent pas. On ne peut pas assurer le maintien de l'ordre public, la sécurité des pays, s'il n'y a pas la répression. Une répression qui a comme soubassement la loi, pas une répression avec. Nous avons des lois qui demandent de réprimer certains comportements. Malheureusement, on a aussi des failles à ce niveau-là, mais ce sont nos défis. Je ne suis pas en train de me plaindre. Ce sont les défis du pays. Nous devons les relever ensemble. Les 40 voleurs, ça rentre toujours dans la thématique sécuritaire. Mais nous devrions comprendre que depuis l'AFDEL, le Nord Kivu, la province du Nord Kivu, regorge beaucoup de gens qui ont touché les armes. Il y a des militaires qui sont déjà démobilisés. Il y a des jeunes gens qui étaient dans les groupes armés qui sont dans la vie civile. Et la guerre de l'AFDEL, la guerre du CNDP, la guerre du M23 et d'autres guerres ont permis la circulation facile des armes à feu. Et c'est un facteur important dans les analyses sécuritaires. Nous avons dans cette ville plus de 6 000 veuves, des militaires, avec leurs enfants, avec tout. Je ne dis pas que c'est eux. Et donc, il y a des secteurs qui peuvent faciliter ces facteurs criminogènes, la circulation des armes. Mais nous sommes une ville aussi frontalière, avec le pays voisin. Il y a des fois ce qu'on appelle la criminalité transfrontalière. Il y a des gens, j'avais dit, des gens de l'autre côté du Rwanda, quelques bandits, pas le pays, il faut bien comprendre. Nous les arrêtons. Le maire récemment a montré à la télévision certains Rwandais qui sont souvent en connivence avec les Congolais, qui louent les armes sur le sol congolais et pour braquer les gens. Nous avons autour de nous le parc de Virunga qui, malheureusement, ce parc a été victime de l'arrivée massive de réfugiés rwandais.
c'est aussi de notre faute comme pays parce qu'on n'a pas pu réussir à gérer cet afflux. Déjà, on a permis à ce que les gens soient réussis dans notre pays avec armes et munitions. Et les conséquences, c'est qu'on a perdu pratiquement l'écosystème au niveau de Virunga à plus de 60%, même 80%. Et les FDLR sont aussi parmi les acteurs qui sécurisent cette ville. Sont aussi parmi ceux-là qui amplifient les kidnappings et à Goma et à Rutshuru pour chercher l'argent, pour chercher les moyens de survie. Évidemment, deux fois en complicité avec les Congolais. Et je voudrais bien que les Congolais puissent comprendre que ce soit les FDLR, que ce soit les EDF Nalou, sont là pour continuer notre désastre. Et nous devrions nous désengager, nous tous. S'il y a certains qui collaborent, nous devrions nous désengager. Je venais de vous dire qu'on a arrêté hier un FDLR dans cette ville. Mais ce monsieur vivait avec les gens, il faisait des raquettes avec les gens. Et donc, ces questions-là sont aussi des questions d'abord de la compréhension de la responsabilité individuelle sur le plan sécuritaire. Évidemment, il y a eu de bons Congolais qui ont dénoncé, mais ça faisait longtemps qu'il est dans les Ndocho en train d'organiser des bandes de voleurs. Et donc, c'est encore une fois une occasion pour moi pour appeler, et vous les médias, de privilégier des débats sur la conscience nationale. Et je crois que ça serait une des solutions pour arriver à sécuriser notre pays. Qu'est-ce qui bloque l'installation du Mwami à Nyiragongo? Évidemment, ceux qui suivent cette question, ils le savent. Le chef de l'État, à l'issue de l'audience qu'il m'avait accordée, accompagné de 3 adversaires sur la question de conflit coutumier à Nyiragongo, avait souhaité qu'il y ait la dernière commission qui va lui permettre d'avoir tous les éléments de conviction. Parce qu'il y a eu beaucoup d'écrits, il y a eu beaucoup de contradictions dans ces dossiers. Et il n'y a pas qu'un seul chef ou bien qu'un seul Mwami qui a un arrêté. Je crois qu'il y en a 2. Et devant une réalité de bicéphalisme comme ça, il y a lieu de trouver un autre espace pour comprendre définitivement qui s'était trompé parmi les 2 ministres qui avaient signé. Et je peux vous promettre qu'on est dans un bon élan. Mais le problème, c'est que quand on est concerné, on veut que la solution soit trouvée le lendemain. Mais la question de temps, c'est aussi la prudence. C'est aussi la dextérité pour ne pas se tromper. Surtout dans un conflit coutumier, une fois on se trompe, on crée plus de conflits que de résoudre la question. Et donc, rassurez-vous, Rutshuru, on est dans le bon, on est en train d'évoluer. Je ne sais pas vous dire quand, mais on est dans le bon. On est sur certains compromis. Nous voudrions bien que nos entités soient administrées. Nous n'avons pas besoin d'avoir des entités administratives décentralisées qui ne sont pas gérées, qui ne sont pas administrées. Parce que c'est aussi un facteur qui peut contribuer à la sécurité. Ndugu wa Shekina, unasema kama tunafanya nini juu ya hiyo mambo ya wachimba madini kwa Walikale na